3 années ont fissuré des décennies d'immobilisme apparent. Le contraste surprend, car ce basculement provient d'un pays parmi les plus pauvres du monde, alors que d'autres États, mieux dotés en ressources et en conseils extérieurs, continuent de s'enliser sans transformer durablement le quotidien des populations concernées, malgré des décennies d'interventions fragmentées et de programmes successifs restés incapables de produire une cohérence mesurable dans la vie ordinaire des citoyens locaux au fil du temps. Que signifie ce tournant pour vous, porté par Ibrahim Traoré? Une trajectoire nationale semble soudain reprogrammable. Ce récit propose une promesse précise: expliquer comment une accélération récente peut devenir une méthode durable plutôt qu'un épisode isolé. Comprendre comment la cohérence transforme des infrastructures en bénéfices quotidiens durables. L'enjeu n'est pas de célébrer une volonté politique, mais d'examiner les conditions qui rendent un basculement lisible, mesurable et reproductible dans un environnement instable. Derrière chaque chantier évoqué, une question guide l'analyse. À quel moment l'addition d'initiatives cesse-t-elle d'être fragile pour former un système qui se soutient lui-même? Le risque est immédiat et concret. Il suffit qu'un maillon, nourrir, éclairer, soigner, loger ou financer, cède pour que l'élan se brise et que la confiance collective se referme. À l'inverse, si l'alignement fonctionne, chaque usage quotidien renforce le suivant et transforme la dépendance passée en capacité interne. Et si cette cohérence produit déjà des effets observables, jusqu'où peut-elle aller sans se diluer? C'est cette tension entre promesse et fragilité qui structure la suite. Montrer ce qui fonctionne, pourquoi cela tient et ce qui pourrait encore faire basculer la trajectoire. En 3 années seulement, 10 projets nationaux se sont articulés en une architecture cohérente plutôt qu'en une juxtaposition d'initiatives isolées. Cette accélération, rarement observée dans la région, rend visible un basculement mesurable qui dépasse l'effet d'annonce et commence à reprogrammer les usages quotidiens. Le point décisif ne réside pas dans la multiplication des chantiers, mais dans leur mise en relation. Là où les politiques précédentes traitaient séparément l'agriculture, l'énergie, l'eau, la santé ou la finance, la mécanique récente a cherché à relier ces domaines afin qu'aucun ne reste vulnérable seul. Cette approche modifie la lecture du changement. Il ne s'agit plus d'une réforme sectorielle, mais d'une chaîne fonctionnelle où chaque maillon soutient le suivant. Ibrahim Traoré apparaît ici comme le catalyseur d'une logique volontaire plutôt que comme l'unique moteur. La méthode consiste à concentrer l'effort sur 5 besoins vitaux: nourrir, éclairer, soigner, loger, financer, afin de remplacer une dépendance chronique par une capacité interne capable d'absorber les chocs extérieurs. Avant ce tournant, chaque secteur fonctionnait sous contrainte permanente. Une agriculture exposée aux importations, une énergie irrégulière, des infrastructures médicales tributaires de bailleurs étrangers, un logement précaire et des circuits financiers orientés vers l'extérieur. Ce contexte explique pourquoi le changement actuel surprend. Le pays partait d'un système fragmenté où la moindre rupture d'approvisionnement suffisait à désorganiser des régions entières. La nouveauté tient dans le refus de traiter ces faiblesses comme des problèmes indépendants. En reliant production, transformation, transport, énergie et financement, la transition crée des effets cumulatifs plutôt que des corrections temporaires. Ce mini-révélateur éclaire la question laissée en suspens depuis l'ouverture. Le basculement observé ne provient pas d'un hasard politique, mais d'un alignement méthodique entre usage, infrastructure et décision. C'est cette cohérence initiale, encore fragile mais déjà lisible, qui prépare les premiers effets concrets et ouvre la voie aux trajectoires locales qui vont suivre.
Pour saisir comment une mécanique abstraite devient tangible, il faut suivre celles et ceux qui en manifestent les premiers effets. Les infrastructures prennent sens lorsqu'elles modifient des gestes ordinaires, et ce sont ces usages précoces qui servent de boussole pour évaluer la solidité du basculement en cours. Mariam, ouvrière à la Red Gold Factory, incarne ce passage du fragile au lisible. Pendant des années, une partie de ses récoltes se perdait faute de débouchés stables, exposés aux fluctuations d'un marché dominé par les importations. Désormais, chaque lot transformé localement s'inscrit dans un calendrier prévisible. Son revenu se stabilise, son travail gagne une reconnaissance concrète et l'horizon professionnel cesse d'être dicté par l'incertitude. La chaîne productive n'est plus un labyrinthe opaque, mais un circuit compréhensible où l'effort individuel trouve immédiatement sa place. Un second repère apparaît dans un village récemment électrifié à travers le regard d'un instituteur. Les cours du soir avaient disparu depuis longtemps, rendus impossibles par une lumière irrégulière. Quelques, quelques semaines après l'installation solaire, ils reprennent avec une constance inattendue. Les élèves arrivent plus tôt, motivés par l'idée d'apprendre sous une lumière qu'ils perçoivent comme durable. Pour l'enseignant, l'impact dépasse la technique. La progression scolaire cesse d'être conditionnée à une aide extérieure. Ces trajectoires convergent vers un même constat. Lorsqu'un outil fonctionne, il transforme l'usage. Lorsque l'usage se répète, la confiance collective s'installe. Et c'est précisément là que l'on mesure la crédibilité du modèle, dans l'impact précoce, visible et répété. Tout commence par un choc simple et brutal. Un pays voit ses propres récoltes se perdre, tandis que les mêmes produits reviennent transformés depuis l'extérieur. La contradiction s'impose, nourrit une indignation diffuse et crée une fenêtre politique étroite. C'est dans cet avant-près que s'inscrit l'activation initiale portée par Ibrahim Traoré, lorsqu'une colère latente est convertie en méthode opératoire plutôt qu'en slogan. Le premier levier se matérialise avec la Red Gold Factory. L'objectif n'est pas papa symbolique. Il s'agit de transformer localement des volumes agricoles autrefois condamnés à la perte. Les fondations sont posées, les lignes de transformation installées, un calendrier d'achat est rendu public. Les coopératives s'organisent autour de délais lisibles, les producteurs ajustent leur culture et la valeur cesse de s'échapper au premier maillon. L'événement marque un basculement. Produire localement redevient rationnel, car transformer localement devient possible. La dynamique s'intensifie lorsque la logistique entre en jeu. La route reliant Bobo-Dioulasso à la Côte d'Ivoire avance par sections, chacune réduisant les coûts et les délais. Les camions roulent plus vite, les produits arrivent plus frais, les marchés urbains deviennent accessibles sans intermédiaires excessifs. Le transport n'est plus un goulet d'étranglement, il devient un accélérateur. Cette phase constitue le moment charnière de la séquence. Les flux commencent à se synchroniser. L'énergie prend alors le relais comme réplique structurante. Des villages sont connectés à une électricité plus stable, permettant aux ateliers d'allonger leurs horaires et aux écoles de rouvrir des cours du soir. La nuit change de fonction. Elle cesse d'être un temps mort et devient un espace productif et éducatif. Les hôpitaux abandonnent les solutions improvisées, la continuité des services s'améliore et la cadence sociale se modifie. L'eau s'inscrit comme le quatrième maillon. Un stockage renforcé et une distribution plus prévisible stabilisent l'irrigation et l'hygiène domestique. Les cultures vivrières gagnent en régularité, les foyers en sécurité sanitaire. Cette réplique silencieuse consolide l'ensemble. Sans eau maîtrisée, l'énergie et la production perdraient leur effet cumulatif. Enfin, la finance referme la séquence en reliant les flux. Des agences s'ouvrent, des microcrédits circulent, l'épargne reste davantage sur le territoire.
Les coopératives investissent, les petites entreprises respirent et la fuite du capital recule. À ce stade, la chaîne est complète. Produire, appel transformer, transformer, appel transporter, transporter, appel éclairer, éclairer, appel soigner et financer relie le tout. Lorsque ces événements s'alignent, la mécanique change d'échelle. Une souveraineté longtemps déclarative devient opératoire, observable et répétable. Ibrahim Traoré ouvre alors la phase suivante. Laisser le système fonctionner par ses propres réflexes sans impulsion constante et observer si les répliques se transforment en continuité. Avant la séquence actuelle, l'accès à l'électricité permanente restait marginal et fragmenté, limitant fortement les usages éducatifs, sanitaires et productifs dans une grande partie du territoire. En l'espace de 3 ans, la proportion de localités disposant d'une alimentation électrique continue progresse rapidement et dépasse désormais le seuil de visibilité institutionnelle. Cette évolution ne se résume pas à un chiffre isolé. Elle modifie directement la durée des activités quotidiennes, la continuité des services publics et la capacité des acteurs locaux à planifier au-delà du jour même. Ce premier indicateur se lit dans les usages. Les écoles prolongent leurs horaires, les ateliers artisanaux fonctionnent en soirée et les structures de santé abandonnent progressivement les solutions d'appoint. Une énergie plus régulière ne crée pas automatiquement du développement, mais elle supprime un frein structurel majeur. Elle reconfigure la temporalité sociale et transforme la nuit, autrefois improductive, en ressource collective stabilisée. Le second indicateur concerne le ressources critiques dans un environnement sahélien exposé à de fortes variations climatiques. Le passage d'une dépendance saisonnière à une capacité de stockage renforcée marque un changement décisif. Le barrage Ziga 2 permet désormais de mobiliser plus de 40 millions de mètres cubes d'eau, assurant une desserte régulière à environ 600 000 personnes. Cette réserve introduit une marge de sécurité hydrique qui réduit la vulnérabilité des cultures vivrières et renforce la continuité sanitaire. L'effet ne se limite pas à l'agriculture. Une distribution d'eau plus prévisible stabilise l'hygiène domestique, limite les ruptures en période sèche et soutient indirectement les structures médicales. Là encore, la donnée brute prend sens lorsqu'elle est reliée à l'usage. La prévisibilité hydrique devient un levier de résilience territoriale plutôt qu'un simple équipement technique. Le troisième indicateur touche à la finance, domaine longtemps invisible mais déterminant. Avant 2022, une large majorité des dépôts nationaux étaient logés hors du pays, échappant au circuit productif interne. Aujourd'hui, une part majoritaire de ces fonds est progressivement rapatriée grâce à l'expansion d'un réseau bancaire national comptant 67 agences et diffusant environ 15 000 microcrédits. Ce basculement réduit la fuite des capitaux et alimente directement les coopératives agricoles et les petites entreprises rurales. Là encore, la variation est qualitative autant que quantitative. Une finance internalisée permet d'absorber les chocs, de lisser les cycles agricoles et de soutenir des investissements modestes mais continus. Elle transforme l'épargne en moteur local plutôt qu'en réserve immobilisée à l'extérieur. Pris ensemble, ces trois indicateurs dessinent une trajectoire cohérente. L'électricité étend les heures actives, l'eau sécurise les rendements et la finance internalisée irrigue les initiatives locales. Chaque progression renforce la suivante. Sous l'impulsion méthodique d'Ibrahim Traoré, ces données montrent que le basculement observé ne relève pas d'une promesse abstraite, mais d'une chaîne mesurable reliant infrastructure, usage et comportement collectif. Deux objections structurantes émergent lorsqu'on examine la trajectoire engagée. La première affirme qu'un pays enclavé,
longtemps dépendant des importations et de l'aide extérieure, ne peut réduire durablement son exposition aux réseaux financiers et logistiques mondiaux sans affaiblir sa croissance. Selon cette thèse, l'autonomie recherchée risquerait de substituer une dépendance externe par une contrainte interne plus coûteuse, en comprimant l'investissement et en limitant l'accès au marché. L'argument est robuste. Pendant des décennies, l'ouverture et l'appui des bailleurs ont constitué la colonne vertébrale de la stabilité macroéconomique. La seconde objection pointe un risque d'emballement interne. Une transformation trop rapide menée simultanément sur l'énergie, l'eau, l'agriculture et la finance pourrait dépasser les capacités administratives, créer des goulets d'étranglement et accentuer des déséquilibres territoriaux. Dans ce scénario, certaines zones avanceraient plus vite que d'autres, nourrissant des tensions locales et fragilisant la cohésion. La critique est prudente. L'histoire régionale regorge de réformes ambitieuses qui ont échoué faute de séquençage. Ces objections méritent d'être prises au sérieux. Elles deviennent toutefois moins convaincantes lorsqu'on les confronte aux mécanismes observables. D'abord, la réduction progressive de l'exposition externe ne s'est pas traduite par un vide économique, mais par une réorientation des flux. La transformation locale capte une valeur auparavant perdue, tandis que la logistique et l'énergie stabilisée réduisent les coûts récurrents. L'autonomie recherchée n'est pas un repli. Elle vise une absorption plus régulière des chocs, ce qui soutient la continuité plutôt que la contraction. Ensuite, le risque d'emballement est atténué par l'intégration des chantiers. Les routes fluidifient les échanges, l'eau stabilise les foyers, l'électricité prolonge les usages et la finance internalisée lisse les cycles. Ces liaisons réduisent les effets de seuil qui, autrement, fragmenteraient le territoire. Les bilans publics servent de correctif. Ils identifient les blocages et orientent les arbitrages sans multiplier les annonces. Enfin, le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme celui d'un accélérateur solitaire que comme celui d'un arbitre méthodique. La réponse aux objections n'est pas rhétorique, elle repose sur des données d'usage et des ajustements continus. C'est cette capacité à corriger sans rompre qui affaiblit le cœur des critiques. La mécanique fonctionne désormais sans impulsion constante. À ce stade, le changement le plus décisif n'est plus visible dans les annonces, mais dans la répétition des usages. Les équipes locales prolongent les réseaux, assurent la maintenance et corrigent les blocages sans attendre d'instructions centrales. Ce glissement marque un tournant silencieux. Le système commence à s'auto-entretenir, non par inertie mais par habitude opérationnelle. Ibrahim Traoré voit alors son rôle évoluer. Il n'agit plus comme l'initiateur d'une dynamique fragile, mais comme l'arbitre d'un ensemble qui a trouvé son propre rythme. Dans les villages électrifiés, les cours du soir réapparaissent sans cadrage formel. Dans les coopératives agricoles, l'usage du microcrédit devient un réflexe plutôt qu'une mesure exceptionnelle. Les services publics gagnent en continuité parce que les acteurs de terrain se sont appropriés les outils. Ce tournant central révèle une bascule qualitative. La souveraineté cesse d'être un objectif politique projeté vers l'avenir. Elle devient un comportement institutionnel présent. Les décisions se prennent plus vite, les ajustements sont plus fins et les imprévus sont absorbés avec moins de rupture. La cohérence ne se proclame plus, elle opère. Ce point est crucial pour la suite. Si la dynamique avait dépendu d'une impulsion permanente, elle se serait épuisée. Le fait qu'elle avance désormais par répétition indique que le modèle a dépassé son seuil critique. Reste à savoir jusqu'où cette autonomie fonctionnelle peut produire des effets concrets à l'échelle des populations et des territoires. À partir du tournant central, les effets du modèle deviennent lisibles à travers 4 sphères distinctes, chacune révélant comment la cohérence opérationnelle se traduit en bénéfices concrets.
Cette lecture par usage permet d'évaluer ce que produit réellement une souveraineté appliquée, telle que structurée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, au-delà des bilans institutionnels. Pour les ménages, le premier gain est le temps stabilisé. Dans les villages électrifiés, les soirées ne sont plus contraintes par l'obscurité. Les enfants étudient plus régulièrement, les activités artisanales se prolongent et les dépenses liées aux solutions d'éclairage de fortune diminuent. L'accès à une eau plus prévisible réduit les déplacements contraints et améliore l'hygiène domestique. Ces ajustements modestes, répétés chaque jour, introduisent une capacité nouvelle, planifier le lendemain sans craindre une rupture immédiate. La prévisibilité devient un capital invisible mais décisif. Pour les producteurs et les petites entreprises, l'effet se manifeste dans la stabilisation des chaînes. Les coopératives agricoles écoulent leurs récoltes à des conditions plus régulières grâce à la transformation locale. Les microcrédits permettent d'investir dans du matériel, d'anticiper les saisons et de lisser les cycles de revenus. L'énergie fiable prolonge les heures de travail, tandis que l'eau sécurisée réduit les pertes. Ici, la souveraineté prend la forme d'un contrat clair entre effort productif et résultats mesurables, remplaçant l'incertitude chronique par une continuité opérationnelle. À l'échelle nationale, les services essentiels gagnent en constance. Les hôpitaux abandonnent progressivement les solutions improvisées, assurant des soins plus continus. Les écoles fonctionnent à double horaire, renforçant la présence scolaire. Les routes fluidifient la circulation des biens transformés, réduisant les délais critiques pour les marchés urbains. La finance internalisée maintient les capitaux sur le territoire, offrant aux institutions une marge d'action plus autonome. La continuité, longtemps rare, devient un attribut mesurable de l'action publique. Au niveau régional, le repositionnement est plus discret mais stratégique. Les pays voisins observent la logique intégrée, énergie, eau, transformation, finance, comme un ensemble reproductible. Des échanges horizontaux émergent, réduisant la dépendance aux circuits traditionnels. Cette attention extérieure ne repose pas sur un discours, mais sur des usages observables et des bilans publiés. La méthode commence ainsi à structurer des coopérations sans être imposée. Ces quatre sphères dessinent une même ligne. Lorsque la valeur produite reste connectée aux usages locaux, elle renforce simultanément les foyers, l'économie et les institutions. C'est cette accumulation d'effets concrets qui transforme une dynamique interne en trajectoire crédible et qui prépare les scénarios à venir. Les prochains mois ne se prêtent pas à une prédiction unique. Ils exigent plutôt un cadre de lecture capable d'anticiper la manière dont le système pourrait réagir à des pressions variées. Trois trajectoires se dessinent, chacune fondée sur la cohérence déjà observée et sur les marges d'ajustement disponibles. Dans un premier cas, la consolidation reste maîtrisée. Dans cette configuration, les projets existants poursuivent leur développement sans rupture majeure. L'énergie stabilisée soutient les ateliers et les écoles à double horaire, tandis que la gestion hydrique absorbe les variations saisonnières. La finance internalisée continue d'alimenter les coopératives et les petites entreprises, maintenant un rythme d'activité régulier. La croissance reste modérée mais constante, portée par la production locale et par une discipline administrative orientée vers la correction plutôt que l'expansion rapide. Ce scénario repose sur une inertie positive. Le système avance parce que ses maillons restent connectés. Dans un second cas, plus favorable, l'extension devient régionale. Ici, la cohérence interne devient un signal extérieur. Les échanges avec les pays voisins s'intensifient, testant des dispositifs inspirés de la logique intégrée. Les corridors commerciaux s'élargissent, réduisant la dépendance aux circuits traditionnels,
et renforçant la transformation locale. L'investissement interne gagne en densité, soutenu par une finance plus confiante et par des usages stabilisés. Dans ce cadre, la méthode associée à Ibrahim Traoré prend d'une dimension diplomatique. Elle n'est pas exportée comme un modèle, mais observée comme une pratique adaptable. Enfin, dans un troisième cas plus contraint, la résilience est passée mise à l'épreuve. Les pressions extérieures s'accentuent. Les marchés se resserrent, l'inflation progresse et les marges institutionnelles se réduisent. Pourtant, les infrastructures amortissent une partie du choc. L'électricité et l'eau sécurisée maintiennent les services essentiels, tandis que la finance internalisée limite les ruptures de liquidité. La trajectoire n'est pas expansive, mais elle évite l'effondrement. La résilience devient la mesure centrale du succès. Ces scénarios ne disent pas ce qui arrivera, mais ce que chaque configuration permettrait de préserver ou d'ajuster. La recommandation centrale est cognitive. Observez les liaisons entre usages plutôt que les annonces, car c'est dans ces connexions que se joue la continuité du système. Au-delà des infrastructures et des scénarios macro, la transformation se mesure dans la manière dont différents groupes réévaluent leur place et leurs possibilités. Trois cercles d'expérience permettent de comprendre comment le changement devient intime, collectif et durable. Pour les individus, le premier effet est le retour d'une efficacité perçue. Enseignants, artisans et agriculteurs constatent que leurs efforts produisent désormais un résultat visible. Une classe éclairée, un atelier fonctionnel en soirée ou une récolte transformée localement deviennent des preuves quotidiennes que l'action personnelle ne se dissout plus dans un système fragmenté. Cette correspondance entre effort et effet renforce l'estime de soi et modifie le rapport au travail. L'initiative reprend sens parce qu'elle n'est plus immédiatement neutralisée par une rupture structurelle. Pour les communautés locales, la transformation s'exprime par une capacité nouvelle à planifier. L'énergie stable, l'eau plus prévisible et l'accès au financement permettent d'organiser des projets collectifs sur plusieurs mois. Les cours du soir se multiplient, les coopératives élargissent leurs activités et l'entretien des équipements devient plus régulier. La souveraineté cesse alors d'être un discours national abstrait. Elle devient un cadre partagé dans lequel les décisions locales s'inscrivent sans dépendre entièrement d'un soutien extérieur. Pour la diaspora, l'effet est plus symbolique mais tout aussi révélateur. Sans nécessairement revenir s'installer, de nombreux citoyens établis à l'étranger ajustent leur posture. Ils soutiennent des initiatives familiales, financent des micro-projets ou envoient du matériel. Ce mouvement traduit un regain de confiance envers un pays perçu comme plus cohérent et plus capable de maintenir ses acquis. Le lien se resserre, non par nostalgie, mais par crédibilité retrouvée. Ces trois cercles convergent vers une même dynamique. Lorsque les résultats deviennent visible et répétable, le lien entre citoyens et institutions se renforce. C'est cette relation, plus encore que les infrastructures, qui conditionne la durabilité du changement. La méthode qui émerge repose moins sur des promesses que sur une séquence d'actions vérifiables. Pour préserver la dynamique, 5 étapes structurent une feuille de route pragmatique centrée sur l'usage et la mesure. Les autorités priorisent strictement énergie, eau, santé, éducation et finances. Chaque chantier doit viser un besoin précis avec un objectif clair et un délai défini. Cette discipline évite la dispersion et protège le système d'une surcharge simultanée. Techniciens, artisans et opérateurs sont formés sur place afin d'assurer la continuité. Un site est considéré comme stabilisé lorsqu'il peut fonctionner plusieurs mois sans assistance extérieure. La compétence devient ainsi un actif territorial durable. Chaque maillon doit renforcer le suivant. L'énergie soutient la production, l'eau consolide la santé, la finance irrigue les coopératives. Un projet isolé s'essouffle.
Une chaîne intégrée multiplie ses effets. L'indicateur clé reste l'usage continu observé dans les villages. Les bilans publics servent de tableau de bord. Ils identifient les blocages, orientent les arbitrages et maintiennent la confiance. La correction régulière prime sur l'annonce spectaculaire car elle garantit l'apprentissage institutionnel. La méthode n'est pas imposée, elle est montrée. Les partenaires observent, testent et adaptent. Le critère de succès n'est pas le volume de discours, mais le nombre de coopérations nées d'usages vérifiés. Dans ce cadre, le rôle d'Ibrahim Traoré s'inscrit comme celui d'un garant de la cohérence plus que d'un moteur exclusif. La trajectoire dépend désormais de la capacité collective à répéter ces étapes sans les rigidifier. La feuille de route ne promet pas l'absence de chocs. Elle organise leur absorption par des ajustements continus. Le soir, Mariam quitte l'usine avec sur les mains l'odeur persistante du métal et de la tomate transformée. Autour d'elle, les lampes solaires dessinent des silhouettes calmes, rappelant qu'autrefois la lumière n'était qu'une parenthèse fragile. Les enfants lisent sous cette clarté stable, les ateliers proches prolongent leurs activités et le village semble respirer à un rythme plus ample. Rien n'a basculé d'un coup, tout s'est déplacé par répétition. Ce retour au quotidien donne chair à ce que les chiffres suggèrent. Une récolte qui trouve un débouché, une classe qui reste ouverte après la tombée du jour, un service public qui ne s'interrompt plus sont autant de preuves silencieuses qu'un système peut apprendre à tenir. La transformation ne se proclame pas, elle s'installe dans la durée par l'alignement patient des usages. C'est dans cette continuité que la méthode associée à Ibrahim Traoré prend son sens. Elle ne cherche pas l'effet spectaculaire, mais la stabilité répétée. Elle mise sur la confiance qui naît lorsque l'effort individuel rencontre enfin une structure qui répond. Le motif initial revient alors comme un écho. La dignité se reconstruit quand le travail cesse d'être vain. Parfois, ce sont ces détails ordinaires qui modifient réellement la trajectoire d'un pays. À ce stade, le récit ne cherche pas à conclure par une certitude, mais à ouvrir un espace de réflexion partagée. Ce qui se dessine ici n'est ni un miracle, ni une formule universelle. C'est une dynamique fondée sur des usages visibles, des ajustements répétés et une cohérence maintenue dans le temps. Elle interroge la manière dont une société peut reprendre prise sur ses leviers essentiels sans attendre une solution extérieure parfaite. L'intérêt de cette trajectoire réside aussi dans ce qu'elle demande au public. Observer avec attention, distinguer les effets réels des discours et accepter que les transformations durables avancent souvent sans spectaculaire. La méthode décrite invite à regarder autrement les notions de souveraineté, de développement et de responsabilité collective. Si ce parcours vous interpelle, c'est peut-être parce qu'il dépasse le cadre d'un seul pays. Il suggère que la stabilité se construit moins par l'abondance que par l'alignement, moins par l'urgence que par la continuité. La discussion reste ouverte car elle concerne la manière dont chacun perçoit le lien entre effort, usage et avenir commun. Alors, face à ce qui se met en place, quelle lecture en faites-vous aujourd'hui?